Et tout de suite, la chronique économique du jour aujourd'hui, c'est avec vous Bruno Van Pottelsberg. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Parfait. Et vous allez aujourd'hui nous parler d'énergie renouvelable et plus particulièrement du problème de stockage de l'énergie. Oui, tout à fait. Mais je voudrais d'abord commencer par une présentation de la problématique générale et peut-être de la raison pour laquelle Greta Thunberg est si agressive et si angoissée. Vous avez une représentation, je pense, sur un PowerPoint qui indique la consommation d'énergie et la source de cette énergie au niveau mondial. Et l'énergie renouvelable ne concerne que 7% de cette consommation. Le reste, l'essentiel de l'énergie à l'heure actuelle, l'énergie électrique, provient d'origine fossile et donc principalement pétrole, charbon et gaz naturel. L'énergie renouvelable, 7% à l'heure actuelle, mais on prévoit que pour 2040, on passe à 30 à 35%, c'est-à-dire un tiers de la consommation mondiale d'énergie proviendra de sources renouvelables. Et alors, en Belgique, quelle est la situation actuelle? Oui, alors la situation en Belgique, vous la connaissez, il y a une prépondérance du nucléaire et des énergies fossiles, c'est-à-dire on a toujours énormément de centrales au charbon et gaz naturel, mais le nucléaire a un rôle majeur. Et d'ailleurs, quand vous voyez l'évolution de la part du nucléaire, à l'heure actuelle, on est environ à 30%, enfin quelques pourcentages près. Et quand vous voyez cette évolution, il y a une certaine stabilité, parce que ça nécessite des investissements majeurs pour remplacer cette énergie. Et quand on voit ça, juste une petite remarque, on ne peut pas croire que le gouvernement était sérieux avec l'idée d'arrêter le nucléaire en 2025. C'est impossible. Nous n'aurons aucune... Ou alors on deviendra complètement dépendant d'énergie étrangère. Il faudra importer de l'énergie. Et donc ce qu'il faut, c'est plutôt prévoir et avoir une séquence de réduction d'énergie nucléaire, et ça être implacable, et au fur et à mesure remplacer cette énergie par des énergies renouvelables. Alors on voit en Belgique, pour le renouvelable, on a entre 20 et 30%, ça dépend comment on mesure, et on voit vraiment une prépondérance de l'énergie éolienne et solaire parmi les énergies renouvelables. Et justement, qu'en est-il pour les énergies renouvelables et leur développement? Oui, alors le développement, ce qui est très important avec l'énergie renouvelable, c'est qu'elle dépend des éléments. C'est-à-dire, pour l'énergie solaire, il faut du soleil. Pour l'énergie éolienne... On n'a pas beaucoup chez nous en ce moment. Oui, donc ça varie. Pour l'énergie éolienne, il faut du vent. Donc, par exemple, la nuit, on n'a pas de source d'énergie si on se repose que sur l'énergie solaire. Et donc, le développement de capacités de stockage, on va dire de piles, si vous voulez, mais de piles gigantesques, est fondamental. Et à l'heure actuelle, il n'y a que 1% de la production d'énergie renouvelable dans le monde qui est associée à une capacité de stockage. Donc c'est extrêmement faible. Et donc le défi mondial, si on veut continuer à s'orienter vers l'énergie renouvelable, est de créer des capacités de stockage. Et donc pour ça, on va avoir besoin de beaucoup d'innovation, et pas seulement d'innovation technologique, scientifique, mais également d'innovation sociale. Mais alors justement, est-ce qu'il y a des solutions qui sont envisagées pour ça? Oui, tout à fait. Alors il y a des solutions qui existent, et notamment en Belgique, vous avez la centrale de Caux qui concerne, en fait, on utilise un lac et un réservoir d'eau qui se trouve en aval. Et lorsque l'on a de l'énergie en surplus, qu'elle soit de l'énergie, peu importe d'où provient cette énergie d'ailleurs, on pompe l'eau et on la fait remonter dans le réservoir du haut. Et puis quand on a besoin d'énergie, on la fait redescendre par des turbines. Et ça, c'est ce qui fonctionne à merveille à Caux, mais c'est limité. Il faut une configuration topographique pour pouvoir faire ça et des infrastructures majeures. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui ne suffit pas. Alors dans des pays comme la Suisse ou les pays montagneux, bien entendu, là, l'énergie hydraulique est prépondérante et évidemment, ces pays n'ont pas ce genre de problème. Alors, il y a d'autres types de solutions qui sont envisagées et là, il n'y a pas que des solutions, je dirais, agrégées, nationales qui peuvent être envisagées. Il y a des tas de solutions qu'on pourrait appeler microéconomiques ou à beaucoup plus petite échelle. Mais si tout le monde s'y met, eh bien, ça peut servir la société dans son ensemble. Et donc, une de ces solutions que je trouvais assez intéressante, qui a été développée en partie par une équipe de l'École polytechnique de Bruxelles, à l'ULB, dans un énorme bâtiment dans le nord de la France, eh bien, ils construisent une piscine
tout en haut enfin une énorme piscine tout en haut de cet immeuble. Et ils font simplement le même principe que ce dont je viens de parler avec l'énergie hydraulique. Et donc, quand on a de l'énergie en surplus, on remplit le bassin. On voit la piscine d'ailleurs juste Voilà, on voit la derrière. piscine et on la remplit. Et quand on a besoin d'énergie, eh bien, on fait couler l'eau, ça fait tourner les turbines, on génère l'électricité. Et ça permet de fournir l'électricité non seulement à l'immeuble, mais à toute une série d'immeubles dans le voisinage. Le problème, c'est que c'est une technologie qui est encore très cher, qui n'est pas rentable et qu'on ne va pas pouvoir diffuser, en tout cas dans le court terme, si rapidement. Alors une autre invention, et là pour laquelle aux États-Unis, une start-up a levé plusieurs centaines de millions d'euros, donc ce qui veut dire que les investisseurs, en tout cas, croient en cette technologie. Elle consiste à simplement amasser des blocs de béton. Et donc, quand on a de l'énergie en surplus, donc vous imaginez des panneaux solaires dans le désert du Nevada, eh bien, vous générez trop d'énergie. Et quand vous avez trop d'énergie, eh bien, vous remontez ces blocs de béton d'une manière pyramidale. Et puis, quand on a besoin d'énergie, la nuit, on les fait tomber et ça fait tourner les turbines et on génère de nouvelles. Oui, c'est assez intéressant. Ouais. Donc, c'est une autre source de créativité. Et je pense que nous devons exploiter toutes les formes possibles d'innovation pour aller dans le sens... En fait, quand on vous entend, on se rend compte qu'il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions, mais pas à un niveau toujours très agrégé. Donc, à la fois, il y a des solutions microscopiques, je dirais, et à la fois, il y a des solutions assez importantes, dont je vais encore parler d'ailleurs. Alors, une autre innovation, et là, on parle des égouts. Vous savez que, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais dans les égouts, en fait, l'eau et la température ambiante des égouts, en hiver, la température est supérieure à la température extérieure, et en été, elle est inférieure à la température extérieure. Et donc, on fait simplement, on prend des pompes de chaleur, et ce qui permet de chauffer les bâtiments. Et donc, vous avez la commune d'Uccle qui crée un nouveau bâtiment pour ses employés de 1500 mètres carrés. Eh bien, toute la technologie de chauffage et de refroidissement consiste à utiliser l'énergie qui est stockée, en fait, dans les égouts. Et on pourrait faire ça à plus grande ampleur dans toute la ville. Encore une fois, le problème, c'est que cette technologie est particulièrement onéreuse et pour le moment, elle n'est pas encore rentable. Mais il suffit de continuer à faire des recherches dans ce domaine et à arriver à réduire les coûts de production pour que l'on puisse, dans tout Bruxelles éventuellement, ou dans plusieurs endroits de la ville, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine topographie pour que ça fonctionne, pour que l'on puisse utiliser cette technologie. Et alors, je vais peut-être terminer par quand même des solutions à beaucoup plus grande échelle potentielle, à utilisation beaucoup plus vaste, mais qui consistent à améliorer ce qu'on appelle des piles. Mais on parle de piles gigantesques, hein, on ne parle pas des piles ou de batteries de GSM ou même de voitures. Et donc, ces solutions, ça consiste à trouver, en fait, à stocker l'énergie dans des molécules, et quand on a besoin de cette énergie, eh bien, on vient la chercher, soit par combustion, soit par une autre réaction chimique. Et donc, les deux piles envisagées et qui ont une certaine efficacité sont les piles à hydrogène, les piles au méthanol. Dans le méthanol, c'est liquide, on peut amasser énormément d'énergie, et dans l'hydrogène, ce qui est bien, c'est que quand on libère l'énergie, eh bien, ça crée de l'eau et pas du CO2. Et donc, on pourrait utiliser l'énergie renouvelable pour créer de l'hydrogène, et quand on a besoin d'énergie, eh bien, on transforme cet hydrogène en énergie électrique et en eau. Donc, c'est une solution assez intéressante. Et puis, peut-être, je voudrais terminer cette chronique par... le besoin, effectivement, d'innovation sociétale. Et là, l'ULB et la VUB viennent d'obtenir, il y a quelques années déjà, U-Square, donc les anciennes casernes qui sont en pleine rénovation. Eh bien, c'est un véritable laboratoire urbain, ces casernes, pour des tas de choses, hein, pour l'entrepreneuriat, pour les innovations sociales, et ainsi de suite. Eh bien, là, il y a des équipes de faculté des sciences, de faculté de polytechnique, de faculté d'économie, sciences sociales, qui travaillent
sur non seulement les comportements sociaux par rapport à la consommation énergétique, mais également sur l'optimisation à petite échelle de ces différentes sources d'énergie. Et donc, dans ces casernes, donc c'est assez important, il y a de grands bâtiments, eh bien, il y a 3 ou 4 formes d'énergie renouvelable qui sont exploitées parallèlement. Donc, il y a la géothermie, il y a les égouts, il y a le photovoltaïque et ainsi de suite. Et donc, on doit également s'intéresser, je dirais, à ce genre d'innovation sociale. Et puis alors, une des raisons pour lesquelles on pourrait vouloir que le gouvernement arrive enfin à se créer, c'est que pour accélérer ce genre de développement, pour avoir plus d'innovation, eh bien, il faut un gouvernement, il faut investir dans ce genre de recherche, dans ce genre de technologie. Pour le moment, elles sont encore assez chères, elles ne sont pas encore assez développées. Il faut des politiques fiscales adéquates qui donnent les incitants adéquats aux particuliers pour qu'ils puissent chacun contribuer à leur manière à ce développement. Merci Bruno Van Pottelsberg, merci d'être venu ici pour votre chronique économique aujourd'hui sur les énergies renouvelables et les problèmes de stockage. Voilà, c'est pas toujours facile, mais vous avez essayé de donner quelques solutions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.